Nous avons le plaisir d'accueillir Gilbert Grenier. Gilbert Grenier qui est professeur de machinisme agricole et d'automatisme embarqué à Bordeaux Sciences Agro. Donc Gilbert Grenier est en tant qu'enseignant co-responsable d'une spécialisation d'ingénieur partagée entre Montpellier Supagro et Bordeaux Sciences Agro qui s'appelle AgroTIC, TIC pour technologie d'information et de la communication, et donc qui forme des ingénieurs qui ont la double compétence à la fois agronomique et tout ce qui est autour des sciences de l'information. Donc Gilbert est un spécialiste de l'agriculture de précision, hein. Il travaille depuis longtemps sur ces questions et il a d'ailleurs ces derniers temps travaillé sur un nouveau concept qui est le concept d'agriculture mesurée. Il va nous en parler tout à l'heure. Et le fait qu'il le soit dans le champ depuis très longtemps fait qu'aujourd'hui, il appartient à un certain nombre d'instances internationales, soit parce qu'il est expert pour, en particulier, l'élaboration des normes dans le domaine de l'agriculture de précision, soit parce qu'il appartient à un certain nombre de boards ou de comités de préparation d'événements autour de l'agriculture de précision. Et puis, l'ouvrage n'est pas encore paru, il est sous presse. Il vient de rédiger un ouvrage sur l'agriculture de précision qui est à paraître aux éditions France Agricole. Et donc, Gilbert, merci de nous parler de l'agriculture numérique et son lien à l'agroécologie, puisque c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, pour ce qui est de l'agriculture numérique, je connais bien. J'ai même été présent de la commission agrotique de l'AFNOR, agrotique TIQE, puisque c'était l'instance relais de l'ISO sur la normalisation en particulier de l'ISOBUS. Et par contre, sur l'agroécologie, là, je suis un peu moins calé, mais c'est pas grave. Je vais essayer de voir un petit peu avec vous les points de convergence. Alors, pour l'anecdote, il y a quelque temps, l'ancien ministre Stéphane Le Foll, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un grand partisan de l'agroécologie, a discuté longuement, ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui lui est un tenant de l'agriculture numérique. Donc l'un et l'autre défendaient une position, on va dire, qui ne trouvait pas de conciliation. Et moi, je vais essayer d'en trouver une aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant de parler d'agroécologie et des liens avec l'agriculture numérique, je veux revenir sur la révolution numérique. Donc la révolution numérique, elle baigne notre environnement aussi bien professionnel que, on va dire, privé. Et certains, comme Rifkin, parlent de troisième révolution industrielle. Alors, si on parle de troisième révolution, c'est évidemment qu'il y en a eu deux avant. Les deux, donc la première, fin du XVIIIe siècle, comme la deuxième, ont comme particularité d'être liées à la fois sur les problèmes d'énergie, liés aux problèmes d'énergie. Donc, première révolution, la machine à vapeur de Watt, son fameux régulateur, et les infrastructures, les voies ferrées. Deuxième révolution, encore l'énergie, mais ce coup-ci, l'énergie mobile, le moteur à explosion, diesel ou essence, et encore l'infrastructure, téléphone, électricité. Et évidemment, la troisième révolution, c'est encore l'énergie, mais ce coup-ci, les énergies renouvelables et les infrastructures, autour des TIC et en particulier de l'Internet. Donc cette révolution numérique, pour moi, elle permet également d'obtenir une révolution agronomique. Et je pèse mes mots, mais c'est très important. Je pense qu'on est vraiment à un changement très fort, ce qu'on peut appeler un changement de paradigme. Alors, si on prend les pratiques agroécologiques, comme réduire l'érosion et le travail du sol, augmenter la fertilité des sols, etc., pour arriver à à bien balayer tous ces enjeux, à apporter des réponses, l'agronomie, et c'est ici un extrait d'un document qui est sur le site du ministère de l'Agriculture, l'agronomie doit être au centre des systèmes de production agroécologique, et ça suppose d'avoir de solides connaissances dans ces domaines, et aussi bien pour les agriculteurs que pour les conseillers. Alors la suite, je ne le dis pas encore tout de suite, on en verra un petit peu la teneur tout à l'heure. Toujours est-il que la question qui se pose, c'est en quoi l'agriculture numérique est compatible avec ces pratiques. Alors je vais essayer d'illustrer ça. Et pour moi,
La première chose, si on parle d'agronomie au centre des systèmes de production, c'est le changement qui est en train de s'opérer entre ce qu'on peut appeler l'ancien monde, l'agriculture raisonnée, et ce qu'on verra après. Donc l'agriculture raisonnée, pour moi, c'est un pilotage approximatif. C'est-à-dire que pour faire de l'agriculture raisonnée, on se base essentiellement sur la méthode des bilans, que ce soit pour les doses d'engrais, les doses d'irrigation, etc. La méthode du bilan, elle est très simple. Vous avez des entrées d'un système, des sorties, on fait la balance entre les deux et on voit ce qui manque. Et ce qui manque, c'est ce qu'il faut amener pour compléter, aussi bien en dose d'irrigation, en dose d'eau ou en chaud, etc. Sur le principe, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas besoin d'un long schéma pour expliquer comment ça marche. Par contre, la mise en œuvre, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire parce que certains termes du bilan sont mal connus, on les estime, mais on les estime comme on peut. Par exemple, un drainage à un sol, c'est à moins de le faire de façon très, très scientifique, on a du mal à vraiment le connaître. Les éléments sont également variables dans le temps, la pluie, l'évaporation, etc. Ils sont aussi variables dans l'espace. On a des catégories de sols différentes, donc des réserves utiles différentes, etc. Et puis aussi, quelque chose qu'on oublie, mais les machines ne sont pas toujours très performantes. Et bien souvent, le niveau de performance est bien en dessous de ce que l'on pense. Et donc, ce qui fait qu'on a prévu un calcul, et puis on n'appelle pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, souvent on est déçu du résultat. Par exemple ici, eh bien, voici une parcelle qui a été irriguée. Et si on fait une photo, on s'aperçoit que l'irrigation a été très très mal conduite. L'appareil ne marche pas bien. Et sans la photo, on ne pourrait pas le savoir. À côté de ça, ce qui est nouveau, encore que on va voir que ce n'est pas si nouveau que ça, c'est ce que j'appelle l'agriculture mesurée. L'agriculture mesurée, simplement un jour, on m'a donné une liste de mots-clés en me demandant de les classer en deux catégories, ça relevait ou ça ne relevait pas de l'agriculture de précision. Et par exemple, le GPS, je n'ai pas su le classer, puisqu'en fait, ça sert dans les deux cas de figure. Du coup, ça m'a amené à reprendre un petit peu de recul et puis à trouver une autre classification, ce que j'appelle l'agriculture mesurée. L'agriculture mesurée, par contre, là, on arrive sur un pilotage précis. On pourrait aussi l'appeler agriculture de précision, pour moi, c'est assez synonyme, ou aussi data-driven agriculture, ce que les Américains utilisent comme concept, qui veut dire, en gros, l'agriculture pilotée par les données. Ça repose sur 3 temps. Le premier, c'est une mesure, une ou plusieurs mesures, mais on mesure des variables agronomiques. Donc on va les mesurer, on va les cartographier surtout. Ensuite, à partir de ces résultats, on va calculer des doses, on va prendre des décisions, et derrière, on va appliquer le résultat de ces décisions sur le terrain. Alors, voici un élément générique, donc 3 temps, mesure, décision, action. On peut appliquer ça, en fait, historiquement, quand je dis que ce n'est pas si récent, bah oui, l'horticulture, ça fait 40 ans, facilement, où on contrôle le climat et la fertilisation avec des ordinateurs. C'est-à-dire que dans une serre, on a des capteurs qui mesurent l'ambiance, le taux de CO2, l'hygrométrie, la température, etc., etc. Et à partir de ces valeurs mesurées, à partir de la connaissance de la thermique des serres, le comportement des plantes, etc., on va prendre des décisions en termes de chauffage, en termes d'aération, en termes d'injection de CO2, etc. Et tout ça, ça va être piloté par un ordinateur qui va ouvrir des écrans, qui va ouvrir plus ou moins des vannes de chauffage, etc. Donc on a bien les 3 temps, mesure, décision, action. Dans le domaine de l'élevage, on est exactement sur le même schéma, quasiment depuis la même époque. Contrôle de performance, que ce soit de la pesée des animaux pour calculer un GMQ, ou le contrôle laitier pour la production individuelle de chaque vache. Donc on mesure une performance, on analyse cette performance et on applique le résultat sous forme de distribution individualisée d'aliments, en particulier avec ce qu'on appelle les DAC, les distributeurs automatiques de concentrés. Maintenant, on parle d'élevage de précision, c'est le même concept. Donc, par exemple, ici, une courbe de lactation, courbe rouge, c'est la courbe théorique. La courbe bleue, c'est la production journalière ou 2 fois par jour, voire 3 fois par jour de la vache en question. On voit d'abord si la vache suit bien la courbe théorique. Donc, si elle ne suit pas bien, c'est qu'il y a éventuellement un problème sanitaire, un problème d'alimentation. On connaît les règles, en fait les tables de rationnement. On va pouvoir calculer une ration pour la vache et pour chaque vache. Et ensuite, on va pouvoir distribuer exactement à chaque vache ce dont elle a besoin. Et puis, pour les grandes cultures, l'arboriculture et viticulture, c'est la même déclinaison. Donc ici,
arboriculture de précision, viticulture de précision ou, de façon plus générique, agriculture de précision. Eh bien, on retrouve les 3 temps, la mesure. Alors, sauf qu'au départ, on s'était un peu trompé avec les rendements, mais toujours mesure de variables agronomiques. Ensuite, décision, prise de décision à caractère agronomique. Et ensuite, modulation sur le terrain, des doses de semis, des doses de fertilisants, des doses d'amendements, etc. Donc, on est toujours sur ces 3 temps. Ça veut dire que pour faire cette agriculture mesurée, les besoins induits sont essentiellement autour des mesures. Il faut avoir les capteurs qui nous donnent les informations nécessaires à ce pilotage plus précis. Donc tout ce qui est capteurs, objets connectés pour le climat, le sol, la plante, et aussi les machines. Ne pas oublier les machines puisqu'elles peuvent dysfonctionner. Il faut géolocaliser les mesures, c'est-à-dire avoir pour chaque mesure ses coordonnées géographiques. On utilise pour cela un GNSS. Un GNSS, c'est un terme générique qui englobe le GPS américain, le GLONASS russe, le Beidou chinois, le Galileo européen, sachant qu'ils sont tous compatibles. Les récepteurs maintenant sont capables de travailler avec tous ces systèmes-là à la fois, ce qui nous donne plus de précision. C'est le domaine de la proxy détection, c'est-à-dire les capteurs qui sont embarqués sur des machines, sur des quads ou tenus à la main par un piéton. Et la télédétection, souvent les mêmes types de capteurs d'ailleurs, qui vont être sur un drone, un satellite, un avion, un hélicoptère, donc tout ce qui n'est pas en contact avec le sol. Deuxième domaine, l'analyse des données et la prise de décision. Là, il faut stocker les données, il faut les présenter sous une forme compréhensible par l'utilisateur, il faut pouvoir les analyser et aussi les partager. Le partage est très important, puisque c'est l'agriculteur qui peut faire des mesures, mais ça peut être aussi un prestataire de service. Il peut utiliser ces données, mais ensuite il les confie à un entrepreneur, etc. Et pour cela, on va utiliser des systèmes d'information géographique, des SIG, des outils de modélisation, modélisation des cultures, modélisation des ravageurs et autres, des outils de la décision, de l'Internet, et puis aussi de plus en plus des outils d'intelligence artificielle. Troisième temps, c'est l'action et la modulation des actions. Et bien là, c'est le domaine de l'électronique embarquée et en particulier de l'isobus, qui est une révolution dans le domaine des machines, puisqu'on peut donc faire travailler ensemble n'importe quel tracteur avec n'importe quel type d'outil, quelles que soient les marques, donc ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et en plus, on a des machines maintenant qui peuvent moduler des doses qui coûtent moins cher que ce qu'elles pouvaient coûter avant, puisque avant elles avaient chacune leur console de commande. Il faut aussi évidemment géolocaliser les actions, toujours un appareil de type GNSS, et puis c'est aussi le domaine de la robotique. Toujours est-il que c'est comme les mousquetaires, quand il y en a 3, il y en a 4. Le 4e n'est pas sur le même plan, c'est tout ce qui est traçabilité, retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on va accumuler des données année après année, parcelle après plusieurs parcelles, plusieurs exploitations, et on va pouvoir valoriser ces données aussi bien au niveau individuel que collectif. Et là, on est dans le domaine du data mining, du big data, etc. Tous ces mots-clés, tous ces domaines, ce sont des domaines, justement, qui font partie de la formation agrotique qu'on partage entre Bordeaux et Montpellier. Alors, il y a un changement au niveau des outils, mais il y a aussi un changement au niveau des pratiques. La première, c'est la mesure. On change d'échelle. Jusqu'à présent, en termes de mesure, on faisait surtout de l'échantillonnage. Par exemple, une analyse de sol par hectare tous les 10 ans. Donc, on avait très très peu de mesures, très très peu de résultats pour faire toutes les décisions, pour prendre toutes les décisions dont on avait besoin. L'intérêt, c'est que la plupart du temps, ce que l'on mesure, c'est ce que l'on veut. On veut qualifier un sol, on mesure la texture. De plus en plus, maintenant, on a des systèmes de cartographie et d'imagerie. Là, on a une vue exhaustive, on fait des cartes. On fait des cartes, par exemple, à gauche ici, un système qui fait des mesures de pH, à droite, un système qui fait de la résistivité électrique. Et donc, ce que l'on mesure sur le terrain n'est pas exactement ce que l'on cherche. Quand on mesure la résistivité électrique d'un sol, c'est un phénomène physique, comment le courant circule dans le sol, ça ne nous donne pas un taux de cailloux, ça ne nous donne pas une texture. Donc, on a une variable que l'on mesure qui n'est pas celle qui nous intéresse. Simplement, on espère avoir une bonne corrélation entre les deux pour pouvoir passer de l'une à l'autre. C'est passé trop vite. Les réseaux de capteurs, ça c'est un autre point. On est plutôt non plus sur le spatial, mais le temporel. C'est-à-dire que là, on a des objets connectés, comme des stations météo, comme des pièges, etc., qui vont nous permettre de suivre
quasiment en temps réel l'évolution de phénomènes. Par exemple ici, un piège à papillons. Au lieu d'avoir un piège gluant que l'on va lire toutes les semaines, donc les fameux pièges jaunes ou les pièges delta, eh bien on va avoir un capteur qui, heure par heure, va nous donner une information sur l'arrivée de papillons, par exemple. Et donc, on va avoir une information ici beaucoup plus riche parce qu'elle est, au niveau temporel, beaucoup plus intéressante. Donc, les observations changent à la fois en volume et en pertinence. Ça veut dire que derrière, il va falloir s'adapter et adapter nos règles de décision. Et puis aussi, les capteurs embarqués sur machine et sur piéton qui sont de plus en plus intéressants, puisqu'on peut mettre un capteur sur une machine. Donc, depuis longtemps, on met des capteurs qui surveillent ce que font ces machines, donc par exemple quelle dose elles donnent à chaque endroit, mais on peut aussi mettre des capteurs qui n'ont rien à voir avec le travail à effectuer, et le fait de passer avec le tracteur permet de collecter des informations, par exemple sur le développement des plantes, sur l'apparition de maladies et autres. Donc tout ça, ça induit un changement de prise de décision. Cette prise de décision, elle peut avoir un intérêt au niveau individuel, au niveau local, et puis aussi au niveau global. Au niveau local, au niveau de l'agriculteur, ça va être surtout des choix de semences, de protection phytosanitaire, etc. Même si là, je suis un peu loin de l'agroécologie. Au niveau global, c'est plutôt de l'expertise agronomique qui va pouvoir s'enrichir. Alors, petit exemple, ici, au niveau individuel, ici, quelques cartes de rentabilité. Ça, c'est un concept qui n'est pas connu en France, mais qui est très, très intéressant. J'aimerais que tous les agriculteurs aient ça. C'est-à-dire qu'on transforme des cartes de rendement en cartes de rentabilité, c'est-à-dire de marge nette. Quand un agriculteur voit une carte où il y a du rouge, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent pour chaque hectare, là, en l'occurrence, on est autour de moins 400 € de l'hectare, et à côté, on a d'autres parcelles où c'est un peu plus tempéré, voire c'est plus intéressant, parce que là, on gagne plutôt 400 € de l'hectare. La première question à se poser, pourquoi ? Pourquoi on est dans cette situation ? Et ensuite, la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc déjà, en termes d'approche agronomique et d'approche de durabilité, c'est très très intéressant. Ça, on peut faire ça comme ici, par exemple, à gauche, une carte de rendement sur noyer, verger de noyer, donc un verger qui fait 3 hectares en l'occurrence, eh bien 3 tonnes hectares d'un côté, 8 tonnes de l'autre. Si on intègre les calibres, puisque le prix de vente dépend des calibres, on passe d'une marge brute de 2500 € de l'hectare à 11 500. Donc, dans le même verger, il y a vraiment des questions à se poser. Il ne faut pas s'arrêter là. Au niveau technique, bien, par exemple, on peut aller aussi sur les exportations d'éléments minéraux. On a complètement tort de les considérer comme homogènes. Ce n'est pas vrai. Par exemple, ici, on est à 141 kg de potasse d'un côté, là où on a les plus faibles rendements, 350 kg de l'autre. Pareil pour l'azote. On passe de 70 à 150 kg. Donc, ou 180. On a intérêt à prendre en compte toutes ces informations. Et ce sont des informations nouvelles qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Il faut vraiment les valoriser. Alors, il faut même aller plus loin. On peut aller plus loin. Par exemple, ici, un autre verger, on a ici des points de mesure du pH. Ce n'est pas une carte de pH, c'est des points de mesure. On voit bien qu'il y a une zone où le pH est à 5,5 et les voisines d'une autre où il y a 8,5. Comment on fait pour gérer le pH dans une telle parcelle ? On n'a pas le choix. La zone où on est en déficit, où le sol est trop acide, il faut faire d'urgence un chaulage. Par contre, dans la zone à 8,5, il ne faut surtout pas mettre de chaud. Donc il faut moduler. Et là, on apprend des choses sur les parcelles. Également, fertilité des sols, taux de matière organique, ça a un effet sur l'érosion, ça a un effet sur la capacité de rétention du sol, etc. Dans l'idéal, il faut augmenter le taux de matière organique dans les sols. Mais quand on a des restitutions organiques qui sont en quantité limitée, eh bien on peut faire des choix. On peut cibler en priorité les zones à faible teneur, les zones les plus fragiles, celles qui risquent le plus l'érosion. Et donc essayer de les remonter au niveau des autres et avoir un sol beaucoup plus homogène en termes de vie, en termes de comportement, en particulier en termes de jours disponibles, en termes de risque d'érosion. Et puis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des capteurs très sophistiqués. Souvent, il y a quelques agriculteurs qui pratiquent ça. On peut simplement repartir des anciennes photos aériennes parce que ces anciennes photos aériennes montrent un parcellaire. Ce parcellaire, on l'a fait disparaître artificiellement en faisant du remembrement, mais pour autant, les effets de cet ancien parcellaire n'ont pas disparu. On le voit encore avec ce qu'on appelle le parcellaire fantôme. Donc c'est d'ailleurs cet outil qu'utilise l'archéologie aérienne pour retrouver des vestiges.
on a la végétation qui marque ce qui est en dessous. Et donc, à partir de ce parcellaire fantôme, on peut très bien gérer de façon séparée des zones dans une parcelle. Au niveau global, c'est un peu la même chose. Donc ici, c'est la règle d'or que l'on connaît en fertilisation. Par exemple, 3 kg d'azote par quintal de blé. Donc c'est souvent la base que l'on a dans des outils de la décision. À partir d'un bilan azoté, on va dire, voilà, il faut rajouter tant d'engrais ou tant d'éléments minéraux ou organiques pour atteindre le rendement que l'on souhaite. Si on prend les courbes ici, d'une part, de production de blé et colza en France, et d'autre part, les livraisons d'engrais minéral en France, tout ça s'est ramené en indice 100. Et bien jusqu'en 1990, les deux courbes se superposaient. Depuis, elles ne font que s'écarter, et on peut émettre des hypothèses, changement de pratique culturelle, introduction de rotation plus longue, etc., mais aussi outils d'aide à la décision en matière de fertilisation azotée, méthode Jubile, Ensensor, FarmStar, etc. Donc une meilleure valorisation des quantités d'azote qui ont été mises dans les parcelles. Ce qui veut dire qu'en termes agronomiques, peut-être qu'il faudrait revisiter ces valeurs de 3 kg d'azote qu'on pensait gravées dans le marbre. Elles ne le sont pas tant que ça. Il y a aussi des choses qui bougent, par exemple en ce qu'on appelle le VRT, c'est-à-dire tout ce qui est technologie de variation de dose. Essayer d'avoir des variations de dose, bien, pas forcément pour moduler les doses parce qu'on veut faire des applications modulées, mais par exemple sur un pulvérisateur, le fait de prendre un virage serré, il faudrait avoir des doses différentes entre le centre et l'extérieur. Pareil pour un semoir. Eh bien, certains outils le permettent, ils ne sont pas nombreux malheureusement, la majorité des outils ne le permettent pas. C'est pareil pour les pulvérisateurs. Faire varier les quantités, les débits sans toucher à la pression, on ne peut pas le faire avec des bus classiques. Il faut trouver d'autres systèmes. Alors ça peut être des groupements de bus, ça peut être comme ici, un système de pulsation. On joue sur le temps d'ouverture-fermeture des bus à très haute fréquence. On peut aussi aller encore plus loin, comme ici, un système qui permet de mesurer la qualité du lit de semence. L'agriculteur a défini ce qu'il voulait et au fur et à mesure que l'on travaille, si le système s'écarte de la valeur, eh bien c'est directement ici l'outil de travail du sol via son cerveau électronique entre guillemets qui envoie des messages au tracteur via le réseau Isobus pour lui dire d'accélérer ou de ralentir de façon à augmenter ou diminuer l'agressivité de l'outil et donc d'avoir un lit de semence qui conserve la même qualité du début à la fin de la parcelle, quelles que soient les variations de nature de sol ou d'humidité. On va de plus en plus également sur la collecte d'informations. Là, ici, une carte de semis. Chaque graine est géoréférencée, on sait où elle a été plantée, et en plus, on sait s'il y a eu des problèmes au semis, des doubles, des manques, quelle a été la profondeur de chaque graine, la profondeur de semis, la pression de rappui de l'outil de terrage, etc. Donc, c'est le début d'une analyse très fine, ensuite, des rendements. Un mauvais rendement, ce n'est pas forcément un problème de sol. C'est aussi la machine, c'est aussi d'autres paramètres. Et dernière chose, eh bien, par exemple, ici, un outil qui se branche sur les réseaux informatiques du tracteur, l'Isobus, qui est le réseau comme l'USB de l'ordinateur, c'est le réseau qui fait le lien entre le tracteur et les outils. Et il y a un autre réseau qui est son frère aîné, on va dire, qui est moins connu, qui est le J1939, qui lui fait tout les fonctions internes du tracteur, l'antipollution du moteur, les transmissions, etc. Et en se mettant sur la prise diagnostique, on se branche ici un petit appareil qui va nous saisir toutes les informations qui circulent sur ces réseaux et qui va nous permettre d'avoir une traçabilité de l'action et du tracteur et des outils. On va pouvoir avoir comme ça, au fil du temps, la profondeur de travail, la consommation de carburant, la vitesse, le patinage, etc. Et ensuite, on va pouvoir cartographier ça. On fait de la saisie automatisée d'informations qui pourront être utiles ensuite à des fins agronomiques, ce que vous avez sur l'illustration ici. Alors, en termes de numérique, on est toujours sur des nouveaux capteurs parce qu'on a des besoins de plus de données qui ne coûtent pas cher. On a aussi besoin de nouveaux modèles agronomiques pour valoriser ces données, parce qu'il faut faire du zonage au niveau des parcelles, il faut avoir des outils de modélisation du développement des cultures à l'échelle intraparcellaire. Pareil pour les maladies, les ravageurs. Donc ces modèles doivent intégrer la variabilité intraparcellaire. Ils doivent aussi intégrer les phénomènes dynamiques et en 3 dimensions, parce que les papillons, ça vole, mais des fois ça peut passer à côté d'une haie,
et ça ne traversera pas la haie, etc. On a besoin de nouveaux outils d'aide à la décision, donc qui sont capables de traiter plein de données très différentes. Quelquefois, on a des données manquantes, et surtout qui sont capables de fusionner ces données et d'intégrer des outils d'analyse qu'on appelle géostatistiques. Ce sont des statistiques très particulières qui prennent en compte la disposition spatiale des données. En termes de perspective, il y a aussi un enjeu très fort, c'est tout ce qui est interopérabilité, c'est-à-dire que les données puissent circuler d'un système à un autre, d'une machine à un ordinateur, de l'ordinateur à un autre tracteur, etc. Mais ça c'est beaucoup amélioré. On a besoin aussi, comme on a des nouveaux usages, on a besoin d'outils, par exemple, de fusion de données, ce qu'on appelle le big data. Et puis, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, ça change les relations, en particulier entre l'agriculteur et ses partenaires. Et un des changements structurels très forts pour moi, c'est que l'agriculteur devient producteur de données, producteur d'informations. C'est plus la peine d'avoir un conseiller agricole qui fait des essais en petites parcelles. Les agriculteurs peuvent faire ces essais dans leurs grandes parcelles. Par contre, les agriculteurs auront besoin d'experts pour les aider à analyser ces données qui sont beaucoup plus complexes que ce que ne pouvait faire un expérimentateur en micro-parcelles. Et donc, on va vers de l'expérimentation en réseau. Ces nouvelles valeurs, ces nouvelles données, c'est aussi une plus-value agronomique pour tout le monde. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faudra continuer à aider les agriculteurs. Il y a un problème d'accompagnement, mais en même temps, il faut leur laisser de l'autonomie de décision. Il ne s'agit pas de faire des boîtes noires dans lesquelles on rentre les données, que l'agriculteur n'ait juste qu'à faire un chèque à la fin. Ça ne marchera pas, et je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Donc il faudra que les agriculteurs se mobilisent pour éviter ce scénario qui serait un peu un scénario catastrophe. Voilà, donc j'ai un peu essayé de décrire le numérique, la révolution du numérique, etc. Maintenant, eh bien, en quoi c'est compatible avec l'agroécologie? Donc je reprends le schéma de tout à l'heure, et maintenant je vais essayer d'aborder les petites lignes qui étaient au centre, que j'avais fait exprès de laisser en petits caractères. Donc, eh bien, déjà, on peut dire que avec l'agriculture numérique, j'ai un peu expliqué tout à l'heure, on peut cibler par exemple les apports, les restitutions organiques, et donc on peut essayer de réduire l'érosion du sol. À partir du moment où on identifie des zones fragiles, eh bien, on va focaliser sur ces zones-là. On va essayer d'augmenter la fertilité des sols. En ayant les mesures, on peut voir comment cette fertilité évolue dans le temps, et donc on pourra avoir des signaux d'alerte. On va limiter l'usage des intrants au juste nécessaire. Le mot d'ordre de l'agriculture de précision, c'est la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Et donc, si on a les informations qui sont pertinentes, on pourra aller vers ça. Et puis, dans l'agroécologie, on dit aussi qu'il faut une observation fine des parcelles. Là, on est largement au-delà. On est sur une observation fine intraparcellaire, à la fois des plantes, des ravageurs et des machines. Donc, on est vraiment sur ce plan-là très en avance sur les attentes de l'agroécologie. On intègre même le fonctionnement ou le dysfonctionnement des machines. Alors, si je reprends ce qui était en petit, donc on parle de références technico-économiques. Eh bien, les références technico-économiques, avoir des outils d'enregistrement automatique des données permet d'avoir beaucoup de données, des données fiables, des données en grand nombre, et donc de créer très rapidement des références qui pourront être utiles à tout le monde. Et en particulier, les données qui sont sur les réseaux Isobus et J1939 sont très intéressantes. Et faire des cartes de rentabilité, c'est aussi une référence technico-économique très intéressante. Ces données, ces références ne doivent pas être considérées comme absolues. Eh bien, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Les 3 kg d'azote par quintal de blé, c'est quelque chose qu'on ne doit pas considérer comme absolu. Il faudrait les revisiter. Et il faudrait maintenant essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est 2,9, 2,8, 2,5, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser à revenir là-dessus. Les démarches d'expérimentation peuvent être conduites individuellement ou collectivement. Eh bien, pour moi, l'expérimentation en réseau, c'est ce que permet le numérique. Puisque justement, un animateur, un expert peut, grâce à Internet, grâce à un certain nombre d'outils, à la fois proposer des protocoles aux agriculteurs, vérifier que les protocoles ont été réellement respectés et avoir des jeux de données, des cartes de rendement et autres qui vont être extrêmement intéressantes pour tout le monde.
Voilà donc ce que j'ai essayé un petit peu de montrer. Pour moi, l'agroécologie et l'agriculture numérique, c'est différent, ce ne sont pas les mêmes approches, mais je pense que le numérique est un outil majeur pour l'agroécologie, parce que justement, ça permet d'avoir une approche, on va dire, une connaissance de ce qui se passe réellement sur le terrain, et donc de pouvoir valider ou invalider certaines propositions que l'on a par ailleurs. Je vous remercie pour votre attention.